Brazzaville a accueilli 3 jours durant les 3 bassins forestiers où les différents participants ont ensemble cogité, mais également poser les bases pour une coalition plus forte, il faudra le dire, une impérieuse nécessité, voire urgente de cette rencontre et de cette coalition. Elle regroupe l'essentiel des forêts tropicales du monde, une alliance, il faudra le dire, qui semble plus pertinente que jamais, avec comme défi, entre autres, de faire face à la déforestation. C'est le deuxième dossier. La même opinion, la même stratégie de gestion pour préserver les 3 bassins de forêt tropicale au monde, c'est l'image qui a caractérisé le sommet de Brazzaville sur les bassins du Congo, de l'Amazonie et celui de Bornéo-Mékong. Ces 3 grands océans verts représentant à eux-mêmes 80 000% des forêts tropicales au monde exigent une gestion concertée, une vision bien partagée par les dirigeants. Du haut de la tribune de la succession des interventions des chefs d'État en présentiel, tout comme en visioconférence, ont convergé vers une alliance mondiale pour la gestion des écosystèmes capable de concilier la conservation de la biodiversité au développement socio-économique. Le président Félix Tshisekedi est revenu sur la nécessité de collaborer pour sauver la planète et protéger la biodiversité. Je formule le vœu que les assises de Brazzaville lancent un nouveau départ pour la gestion durable de nos forêts, l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations et une meilleure protection de la planète. Séparés géographiquement tout en remplissant les mêmes rôles de façon spécifique, le bassin du Congo, de l'Amazonie et de Bornéo-Mékong ont imposé un dialogue vert à Brazzaville. Il est important que ces pays parlent d'une seule et même voix, de telle sorte que cette voix porte haut et que les bailleurs puissent y porter attention. Je pense que ce sommet qui vise d'une part à renforcer la coopération technique, la coopération scientifique, afin de pouvoir faire un plaidoyer fort de cette thématique des forêts au niveau des instances internationales, est un objectif important. Il s'agit également de pouvoir monter en puissance en ce qui concerne les financements. Ce trio écologique constitue désormais un front vert capable d'affronter la crise climatique. Ceci grâce à la valorisation des forêts et leur promotion qui doivent quitter la phase théorique pour la phase pratique. Il fallait que les pays des bassins, du Sud puissent avoir un même langage pour essayer un peu de faire le plaidoyer au niveau international avec les pays du Nord. Et que donc cette coalition, pour nous, ce serait vraiment une bonne occasion pour qu'on puisse consolider les efforts en ce qui concerne la promotion des forêts, de toutes nos forêts, les questions de tourbières, toutes les questions que nous sommes en train de gérer au niveau du Sud. Les forêts, un cadre de vie qui apporte des solutions en ce moment où la vie humaine est en train de faire face à la crise climatique. Un rôle crucial qui a remis au centre des discussions la question de reconnaissance des efforts fournis par les communautés locales et les populations autochtones pygmées. Il y a déjà cette reconnaissance des efforts fournis par les communautés locales et autochtones en termes de préservation des forêts et leurs écosystèmes, mais il y a aussi des reconnaissances en termes du travail que mènent les peuples autochtones en ce qui concerne le maintien de ces stocks carbone. Mais en termes de position des peuples autochtones, c'est la reconnaissance aussi des droits à la tenir. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à reconnaître et sécuriser les terres traditionnelles des peuples autochtones qui constituent même les biotopes de ces bassins du Congo en ce qui concerne l'Afrique. Le sommet de Brazzaville, un nouveau départ pour la protection de la planète et l'amélioration des conditions de vie des populations. Le cas de la RDC, pays solution qui détient 62% des forêts du bassin du Congo. Ce dernier rempart de l'humanité. Contrairement à ce qu'on pensait, que c'était l'Amazonie, la forêt d'Amazonie qui était la première, mais on a découvert qu'aujourd'hui c'est le bassin du Congo qui est devenu le premier en termes du service rendu à l'humanité, en dépit de sa superficie qui est petite par rapport au bassin de l'Amazonie, qui lui est grand, mais qui a perdu sa capacité de captation de gaz à effet de serre par rapport à notre forêt. Pays solution, oui, mais qui est en quête des financements verts pour le développement vert. Une des options qui replace la question du marché carbone durable dans les discussions. Nous voulons que les fonds générés par la vente de crédits carbone puissent profiter à la fois au gouvernement
et aux populations locales telles que nous avons pu le démontrer dans notre projet Maindomberet. Et nous encourageons non seulement les autres entreprises privées à pouvoir investir dans ce domaine porteur en Afrique centrale. Pour d'autres délégués, il n'y a pas eu d'engagement ferme de la part des États au profit de la préservation de ces 3 bassins. Il a fallu passer du sommet des discussions au sommet des actions. Ici à Brazzaville, nous avons vu que les intentions que les différentes institutions ont pu exprimer, mais il n'y a pas d'engagement. Nous espérons que dans les heures qui suivent, il y aura une ferme assurance et une ferme garantie que le sommet de Brazzaville va passer d'un sommet des discussions au sommet des actions. Parce qu'aujourd'hui, les trois bassins forestiers ont besoin des actions et non des discussions. Décoré aux couleurs du sommet sur les 3 bassins forestiers tropicaux au monde, Brazzaville a accueilli plus de 4500 délégués. Face à l'urgence climatique, le travail sans délai s'impose. Joël Billet, la question de la déforestation reste encore d'actualité. Un pays ne peut se développer si, le cas par exemple de la RDC, on compte une déforestation. Hein. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je m'inquiétais de cette ruée sur laquelle je vois certainement des entreprises internationales ont sur le bois du Congo principalement. Vous savez, j'ai un bureau qui est situé pas très loin du beach et de là où je suis, je peux voir les tonnes de grumes, les tonnes de bois et d'arbres qui partent pour l'exportation, mais je suis ahurie chaque jour. Je dis, à un moment donné, quelqu'un qui va arrêter ça, quelqu'un qui va prendre la mesure de l'affaire, parce que des arbres exportés, déforestation. Est-ce que derrière, il y a un reboisement qui se fait? J'aimerais d'avoir la réponse et j'espère peut-être qu'au cours de ces assises de Brazzaville, la question a été... à moins que vous ne me donniez d'autres informations à ce sujet. Voilà. La question a évidemment été évoquée, mais il faudrait quand même le dire, hein, la RDC, 62% de terre sur le bassin du fleuve Congo. Pourtant, on a comme l'impression que la RDC, appelée pays solution, ne bénéficie toujours pas de ce qu'il devrait en tant que pays solution. Oui, parce que le bassin du Congo, à mon avis, subit plusieurs défis. Vous savez, c'est vrai, on est un pays solution. Dans notre temps, il faudrait arriver à canaliser les populations qui vivent dans ce bassin pour pas qu'ils détruisent justement l'écosystème. Et pour ça, il faut leur trouver des moyens de vivre autrement que par la forêt, autrement que par des arbres qu'ils abattent, autrement que par, comment vous dire, des espèces animales ou espèces qui sont rares et que malheureusement qui constituent encore le réservoir même de toutes ces populations. Je pense que derrière cette question de crédit carbone est importante, mais est-ce que notre gouvernement a suffisamment les moyens pour arriver à imposer que la RDC pays solution en tire réellement des dividendes? Donc je pense que c'est dans ce sens-là que les négociations devraient être faites. Comme j'ai suivi dans le reportage, on dit qu'il y a pour l'instant des intentions, mais pas encore d'action. L'action, c'est de donner réellement les moyens à notre bassin de pouvoir être celui pour lequel tout le monde attend que les choses se passent de façon correcte, mais en même temps, pour nos populations, il faut trouver une contrepartie, et cette contrepartie ne vient toujours pas et on l'attend. Autre défi, d'ailleurs, le chef de l'État l'a relevé lors de son allocution à Brazzaville, également le défi sécuritaire. Je le reprends au mot, les voisins sèment l'insécurité, évidemment mettant en danger justement l'écosystème. Donc, évidemment, question d'environnement, mais question sécuritaire. Oui, c'est ça, l'environnement, c'est un écosystème, je vous disais. Donc l'environnement, ce n'est pas que le climat, ce n'est pas que le crédit carbone, l'environnement, c'est aussi l'usage dont on fait des terres qui sont les nôtres. Donc là, il a bien raison. Question de règlement de ce conflit à l'Est qui est tout à fait important. Parce qu'effectivement, on n'arrivera jamais à pouvoir bénéficier ou en tout cas profiter au maximum de ce que nous offre la mère nature tant qu'on n'aura pas mis la main, en tout cas, je veux dire, réussi à résoudre cette question de l'Est. Donc j'espère, puisque le chef de l'État en a parlé, qu'il y a déjà des actions qui sont menées dans ce sens. Maintenant qu'on arrive
J'espère qu'il pourra nous donner un bilan qui soit suffisamment satisfaisant sur cette question. Réchauffement climatique, protection de l'écosystème, qui n'est pas l'apanage que des politiques, mais également de la population. Est-ce que vous avez comme l'impression que ce soit le programme d'éducation, les différents plaidoyers faits à travers la ville, mettent davantage l'accent auprès de la population congolaise pour les sensibiliser justement à la protection de l'environnement? Il suffit de voir l'état dans lequel se trouve la ville de Kinshasa. Vous répondez directement à votre propre question. Notre ville est particulièrement dans un état d'insalubrité que je ne comprends pas que les gens continuent à se réveiller tous les matins, faire comme si de rien n'était, alors que justement, si nous sommes un pays solution, nous devons par nous-mêmes prendre la mesure et prendre en charge ce genre de recyclage d'affaires, de déchets alimentaires ou tout autre à gérer. Donc, est-ce qu'il y a une sensibilisation qui se fait? La sensibilisation ne vient que lorsque les actions sont à l'État. C'est à l'État, en premier rang, de pouvoir prendre la mesure du dossier. Vous pensez qu'il ne pose pas assez ou ne pose pas? Je vous parle de la ville de Kinshasa. Si vous estimez qu'elle est suffisamment propre et suffisamment assainie, suffisamment... On a eu Kinbupeto, on a vu. Hein. Ça reste des concepts qui, à mon avis, sont vides de sens et en tout cas vides d'action. Parce que ce n'est pas le concept qui pose le problème, c'est les résultats qu'on doit voir. Je vous parle de l'état d'insalubrité rien que de la ville de Kinshasa. Je vous parle du fleuve qui est dragué tous les jours, parce que je peux, de mon bureau, voir comment des tonnes de déchets défilent sur le fleuve. Tout ça, c'est des choses que nous ne gérons pas. Alors si, en entre-temps, on continue de se dire pays solution, mais qu'on n'est pas en mesure de capter, je veux dire, des revenus et suffisamment de crédit pour pouvoir gérer tout ce qu'il y a derrière, à mon avis, on passe un peu à côté de quelque chose et on parle d'une chose, mais on n'agit pas dans le sens à atteindre réellement les objectifs attendus. Dernière question, comment pensez-vous que cette lutte pour la RDC peut être jointe entre le Congolais lambda, politique? Comment est-ce que vous pensez qu'ils puissent travailler en collaboration? C'est clair, il suffit de mettre en place un cadre de concertation où tout le monde viendrait apporter sa contribution, où il y aurait des sensibilisations qui se feront à divers niveaux, une formulation de politique publique, et donc c'est un travail qui devrait se faire comme partout dans la démocratie qui existe, c'est-à-dire un cadre où les gens s'assoient, les gens font un état des lieux, les gens donnent des recommandations, des pistes déjà d'action. Et c'est que de cette manière que la sensibilisation sur l'environnement, sur l'écosystème, sur la biodiversité, excusez-moi, arrivera réellement à atteindre. C'est un programme aussi au niveau de l'enseignement secondaire primaire, vous pensez? Oui, bien entendu, c'est de tout ça que je parle quand je dis un partenariat privé, c'est aussi tout ça. C'est d'un côté des formulations des politiques qui devraient passer par une éducation. L'éducation, ça va par l'enseignement, ça va aussi par une vulgarisation des différentes actions, ça va par une évaluation aussi de ce qui se fait, parce qu'il ne suffit pas de faire et d'attendre que les choses se passent de par elles-mêmes. Il faut derrière voir où est-ce qu'il y a à rectifier, où est-ce qu'il y a à arranger. Et je crois que notre pays souffre un peu de ce manque d'action, de ce manque de cohérence entre les grands forats, comme on vient de voir, et ce qui va se faire derrière. En général, il y a toujours un gap important, mais j'espère que les choses vont aller en s'améliorant. En tout cas, je prie le ciel pour ça. Nous allons prendre le dernier dossier.